nos fidèles téléspectateurs, je vais convier les habituels, Daniel Marceline, Bonjour. Emmanuel, Bonsoir Gérard. Frédéric cette fois-ci, au lieu de Dédi. On gagne au change très certainement. Et Christian. Pourvu qu'Eddy n'aura pas cette Juste émission. pour vous dire que la oui. pub que j'ai vue qui s'appelle 1, 2, 3, fêter. C'est pas mal ça. Et ça montrait quoi après? Ça montrait un réfrigérateur et un four. Mais comment fêter sans réfrigérateur et sans four? Comment fêter sans boire manger? je vous lis mon éditorial si vous voulez bien. Avec plaisir. La justice française a trouvé sa grande réforme. Pas de moyens, pas de magistrats, pas de greffiers suffisamment. Non, mais des mots. On ne corrige plus, on délicte. Oui, le tribunal correctionnel devient le tribunal délictuel. Les mêmes dossiers, les mêmes retards, mais un nom flambant neuf, ça change tout. Enfin, ça change surtout les plaques qu'il faudra apposer sur les salles d'audience. Le tribunal de police, c'est trop banal. On le renomme officiellement tribunal contraventionnel. Et on croirait presque une boutique de luxe qui vend des amendes avec un ruban en satin. La chambre de l'instruction, c'est pas assez fort, c'est pas assez épique. Elle devient la chambre des investigations et des libertés. Un nom si long qu'on allonge les délais rien qu'en prononçant son nom. Et la commission d'indemnisation des victimes, elle est finie, elle est morte. Non, elle existe, c'est la même, on la transforme en juridiction. C'est plus une chambre. Les victimes auront toujours leur chèque en retard, avec un titre plus chic, parce que le chic, c'est important. C'est la justice. Ainsi va notre justice. Elle ne gagne pas d'argent supplémentaire, pas de temps en plus, pas de moyens, mais elle gagne beaucoup de syllabes. Une vraie passion des syllabes et des mots et des syllabes. C'est ça la réforme à la française. Ça ne vous dérange pas que je critique cet aspect de notre grande culture. Quand on ne peut pas changer la réalité, je continue dans ce sens, quand on ne peut pas changer la réalité, on change le vocabulaire. Quand on ne sait pas réparer le système, on renomme le problème, change le problème, on crée un problème. Et quand le citoyen demande des actes, on lui donne un dictionnaire. Une réforme lexicale qui sonne bien, je vous ai cité quelques appellations nouvelles, mais qui en réalité ne règle absolument rien. La justice ne gagne pas une minute de plus, pas un fonctionnaire de plus, pas un euro de plus, mais elle gagne un vocabulaire tout neuf. On ne soigne pas la pénurie, on la renomme. L'argument, c'est d'harmoniser de façon internationale ces appellations pour justifier ce charivari sémantique. C'est faible comme argument. Il va surtout créer, à mon sens, comme je suis praticien de la basoche c'est le fait de pratiquer les tribunaux, vieux mot français. Il va surtout créer plus de confusion avec toutes ces juridictions qui sont toutes courtisées à peu près court. Plus de tribunal, première instance, cour, second degré. Une réforme coûteuse, voilà, tous les formulaires, les papiers, vous devinez, hein, vous êtes des chefs d'entreprise, vous devinez. Qui sera mise en œuvre entre 2006 et 2009, pour un bénéfice, comme je vous l'ai expliqué, totalement incertain. En bref, une réforme cosmétique, sans impact sur les vrais mots de la justice, et c'est ainsi que va la France. Notre ministre est venu nous voir, parce que c'est l'un des endroits, l'outre-mer, où la justice va le plus mal. Qu'en pensez-vous, Madame Le Bâtonnier? En t'écoutant, de façon très légère, je me dis, mais heureusement que je suis maintenant avocat honoraire, alors que toi, tu es toujours en activité. Et de façon plus profonde, j'ai cru comprendre, j'ai entendu dire qu'on pourrait s'intéresser à des problèmes réels, concrets, puisqu'il est question de créer une chambre foncière au tribunal judiciaire de Fort-de-France, qui pourrait donc avoir une jurisprudence continue sur l'appréhension des problèmes de succession, de règlement, de partage, de vente, etc. Donc peut-être qu'il peut y avoir une réforme de fond, qui sait? Sauf si ça reste au niveau de la sémantique. On verra. Espérons. Jingle. Puisque tu avais la parole, tu vas nous parler de cette TVA à 0% en Outre-mer. Alors, en fait, ce n'est pas nouveau, mais c'est nouveau. Enfin, il y a un petit jeu entre le projet de loi et proposition de loi. Non, je crois que... alors, il faut bien comprendre, pour savoir à quoi s'en tenir, c'est le Sénat qui, le 2 décembre, adopte un amendement qui indique que la TVA sera à 0% en Martinique, Guadeloupe et Réunion
pour les produits de première nécessité. Ça, c'est le principe de l'amendement. Ce qu'il faut savoir pour mieux comprendre le contexte, c'est que la Guyane et Mayotte n'ont pas de TVA et que la Martinique, suite au mouvement contre la vie chère de 2024, au protocole qui a été adopté depuis le 1er mars 2025, bénéficie jusqu'en 2027 d'une TVA à 0% pour les produits de première nécessité. Donc les sénateurs qui ont proposé l'amendement, c'était pour consolider, puisque ça doit être inscrit à la loi de finances, c'est pour consolider pour la Martinique et étendre à la Guadeloupe et à la Réunion. Donc c'est ça l'objectif. Alors le petit bémol, c'est que il faut encore, parce que c'est le Sénat qui a adopté, il faut encore que ça revienne à l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale l'adopte. Mais en tous les cas, que les Martiniquais se rassurent, parce que eux, quoi qu'il arrive, ils bénéficieront de ce taux de 0% jusqu'à 2027. En fait, c'est une gymnastique législative, mais en fait, dans la pratique, ça ne change pas beaucoup de choses. Au contraire. Alors, ça pérennise. Si c'est adopté, quand même, si ça pérennise, hein, ça ne sera pas, pour la Martinique, ça ne sera pas jusqu'en 2027, ça pérennise. Malgré un taux de dépistage parmi les plus élevés de France, l'incidence du VIH, tu vas nous expliquer ce que c'est que l'incidence du VIH, en Martinique reste stable depuis 10 ans. Oui, oui, en fait, en Martinique, l'incidence ne recule pas, c'est-à-dire qu'on a très régulièrement 80 nouveaux cas par an en Martinique, et on s'aperçoit qu'en dépit d'un taux de dépistage très élevé, 2 à 3 fois plus que dans l'Hexagone, on reste avec une incidence qui ne recule pas. Alors on peut se dire, mais ça n'empire pas au moins. Non, sauf que dans l'Hexagone, il y a des légères diminutions constantes et progressives depuis 2018. Bon, alors l'idée, c'est de comprendre quels sont les facteurs qui font que nous sommes aujourd'hui avec cette situation. Tout d'abord, on a beaucoup de diagnostics tardifs en Martinique. Je vous donne un petit chiffre. On a une part de diagnostic qui s'élève à 55%, soit plus de la moitié des cas chez nous, avec pour l'Hexagone à peine 35%. Donc on a, si vous voulez, le fait de prendre un petit peu trop tard le problème. On a un deuxième sujet, c'est la circulation des maladies sexuellement transmissibles. Quand on observe au niveau des parts de la population, on se rend compte qu'on a un taux de maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH, qui n'est pas la seule maladie sexuellement transmissible, de 66%, donc qui est très très élevé pour un hexagone qui est de moitié, de 30 à 40%. Donc vous voyez bien que la part des jeunes, la part de la transmission chez les jeunes est, quand on calcule, l'une des parts les plus élevées de France, de tout le territoire. On a aussi un usage de ce qu'on appelle la PrEP, c'est-à-dire la prophylaxie post-exposition, c'est-à-dire avant et pendant le rapport à risque, qui est un traitement, tout simplement le traitement le plus reconnu et le plus efficace aujourd'hui du VIH, qui chez nous est sous-utilisé par rapport aux besoins, alors que dans l'Hexagone, il est beaucoup plus largement diffusé, avec une croissance rapide depuis 2019. Alors, ce qu'on peut en conclure, et surtout ce qu'on peut recommander, c'est que la première chose qu'on peut en conclure, c'est que nous avons peut-être un poids au niveau des diagnostics tardifs, un poids de la respectabilité, un poids de la honte du diagnostic qui est très fort dans notre tissu social, dans notre tissu familial. Le faire, c'est d'une certaine façon, avec notre proximité, notre culture, reconnaître une culpabilité certaine. Donc ce n'est pas très très évident. On a aussi un rapport très ambivalent avec le système médical. On l'a vu pendant les sujets de la vaccination, on l'a vu régulièrement, on l'a vu avec les sujets de santé, de scandales sanitaires comme la chlordécone. Il y a un manque de confiance qui peut expliquer l'absence de recours à la médecine quand il le faut. Et puis, il y a aussi, et c'est vraiment là mon sujet, j'ai été très surprise, pour tout vous dire, de cette part aussi importante chez les jeunes. Vraiment, j'étais extrêmement surprise. Eh bien, quand on regarde un petit peu, les mêmes causes entraînent les mêmes effets. On a de faibles dialogues familiaux, une faible éducation sexuelle, sociale qui est beaucoup moins homogène. On a beaucoup de normes culturelles et de genres qui ont changé
avec les réseaux sociaux. On a aussi, j'ai regardé l'âge du premier rapport, dans l'Hexagone environ 17 ans, en Martinique une sexualité beaucoup plus précoce de 14,8 ans pour les garçons, de 16,5 ans pour les femmes. Je parle d'Agora Débat, de l'ARS Martinique, de l'INSERM pour mes sources. Et puis pour terminer, je pense qu'on a une information venant des pairs et des médias qui se surajoute et qui n'est pas nécessairement fiable, qui vient un peu complexifier la situation, mais qui peut être palliée par une éducation certaine. Et puis aussi, on a un homme de publicité là aussi par des moyens de prévention. Oui. Oui, je me demande, en écoutant Frédéric, parce que la question de la tardivité du test, on trouve le même phénomène en matière de cancer. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu pour les autorités médicales à financer des études d'anthropologues et de sociologues sur le fait pourquoi les personnes prennent tant de temps, quel est le frein qui fait que le dépistage est si tardif? Et c'est pas seulement pour le VIH. Et par là même les moyens à mettre en œuvre pour oui, comme tu dis, comme pour le cancer aussi, où ils abandonnent les traitements, quoi. Ils prennent peur, on ne sait pas pourquoi. Puisque, tu voulais parler, Christian? Alors, tu as parlé de la COP en général, oui, de la COP 30. Oui. Et il y avait quand même une petite COP locale. COP 3. Oui. Je me suis dit qu'il faut qu'on en parle quand même. On peut pas... Oui, bah c'est plutôt une bonne chose. Si les régions organisent des COP en parallèle des COP internationales, ça veut dire que le sujet redescend sur le terrain, c'est une bonne chose. Et donc à la Martinique, il y a eu récemment une COP qui a été organisée à l'initiative du préfet de région, donc Étienne Desplanques, qui a réuni autour de lui les services de l'État, la collectivité territoriale, des climatologues, des urbanistes pour réfléchir sur le sujet du réchauffement climatique et des effets de la montée des eaux sur la Martinique et des mesures à prendre. Donc c'est plutôt une démarche intéressante, même si à ce stade, on ne peut pas dire qu'il y ait de grandes mesures de prise, mais en tout cas, ça participe à la conscientisation nécessaire sur ce sujet, parce que pour en avoir discuté avec certaines personnalités qui sont un peu en pointe sur le sujet, je pense au professeur Pascal Safache, je pense à M. Grabin également, qui aujourd'hui en font des sujets de préoccupation majeure et qui considèrent aujourd'hui que l'effet de la montée des eaux sur la Martinique est un sujet fondamental vis-à-vis duquel on voit peu d'initiatives politiques organisées. C'est ça le vrai constat, parce que ce qui est terrifiant, c'est que la trajectoire, elle est dessinée. On sait que dans les 30 ans qui viennent, entre 5 et 13% du territoire de la Martinique sera submergé. On parle donc de 150 km² qui seront sous l'eau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact, ne serait-ce que sur notre espace de vie, avec des effets approfondis sur l'agriculture, parce que quand l'eau s'avance sur les terres, elle s'infiltre dans les nappes phréatiques et donc elle impacte des centaines d'hectares de culture. Donc ça a donc un effet sur l'autonomie alimentaire, qui est une des réponses d'ailleurs qui a été préconisée par la COP 3, mais qui rend plus difficile encore le traitement agricole de notre territoire. Enfin bref, et puis surtout un risque majeur sur des équipements vitaux, puisque la zone la plus menacée chez nous, concrètement, c'est la baie de Fort-de-France, qui est déjà très, très basse au niveau de l'eau, et c'est là que sont implantées de grandes infrastructures, le port, l'aéroport. Imaginez que l'aéroport se retrouve dans 30 ans sous l'eau, on serait coupé du monde. Et donc quand on sait ça, on se demande pourquoi on ne prend pas de mesures aujourd'hui, sachant que ces mesures qui seraient prises aujourd'hui mettraient 20, 30, 40 ans à s'exécuter. Donc si on attend avant de les prendre, donc c'est aujourd'hui qu'il faut les prendre, ça veut dire que c'est aujourd'hui qu'il faut dessiner le plan avec suffisamment d'ambition pour pouvoir essayer de dessiner des stratégies. Alors, il y a plein de stratégies possibles. Je vais en citer quand même, je vais citer celle que préconise notamment Florent Grabin. Alors, je sais qu'il est parfois contesté, mais en tout cas, il a le mérite, lui, de dessiner une proposition. Donc, je pense que ça vaut le coup de la mettre au débat. Il dit deux choses. Il dit d'abord, il faut impérativement que la CTM révise le SAR, le schéma d'aménagement régional, qui est gelé depuis une vingtaine d'années, même un peu plus,
de manière à ce qu'on ait une vraie stratégie d'aménagement régional qui intègre les zones inondables. Ça, c'est le premier point. Deuxième axe, il faut maintenant rentrer dans des vraies stratégies de repli des zones habitées, des côtes, comme ça a été d'ailleurs fait en partie au Prêcheur, et comme c'était fait aussi par l'ancienne municipalité de Sainte-Marie qui avait également engagé ce processus, mais qui sont des processus trop lents, donc qui mériteraient vraiment une vraie stratégie d'ampleur. Et puis la troisième ambition la plus structurelle, lui, il dit qu'il faut qu'on imagine des grands travaux d'endiguement, notamment en mer, pour installer des digues, pour freiner la montée des eaux dans les endroits critiques, donc au large de la baie de Fort-de-France. Et donc lui, alors, je rappelle que Florent Grabin, c'est d'abord un écologiste. Donc quand il préconise ce type de solution, je pense qu'il a étudié l'impact écologique, parce que c'est la première critique qu'on lui fait quand il évoque le sujet. Mais bon, d'autres pays l'ont fait, et donc pourquoi pas nous, à condition d'inscrire ça dans le temps. Et pour y parvenir, et c'est là que c'est assez intéressant, sa vision, parce que c'est une vision que je partage, pour tout vous dire, c'est de combiner deux grands projets structurels et structurants pour la Martinique, qui est le projet de la Grande Dorsale. La Grande Dorsale, je vous rappelle, c'est cette route centrale qui traverse la Martinique du sud au nord par l'intérieur. Partout où il y a une ravine, on met un pont. Partout où il y a une montagne, on fait un tunnel. C'est ce qu'a fait la Réunion avec la route des Tamarins. Et ça a complètement décloisonné la Réunion avec des impacts très positifs sur le plan écologique, sur le plan économique, sur le plan de la vie sociale. Et donc, ce plan qui est dans les cartons, hein, qui existe, a cette utilité de créer des voies de repli s'il y a des tsunamis. Donc, il faut une grande artère qui pourrait avoir cette utilité-là. Et surtout, les travaux de la Grande Dorsale permettraient d'excaver des matériaux en nombre suffisant pour pouvoir combler s'il y avait de digues. Voilà la vision. Alors c'est sûr que quand on dit des choses comme ça... Financièrement chiffré? Alors moi on avait chiffré ce travail il y a 3 ou 4 ans. C'est pas absolument délirant. C'est un projet sur 15 ans à 1,2 milliard, 1,3 milliard. C'est un peu ce qu'a coûté la route des Tamarins à La Réunion. Donc, si on échelonne ça sur 15 ans, sur 15 exercices avec des fonds européens, c'est faisable. Mais en revanche, ce que la Réunion a pu obtenir pour faire ces travaux, c'était une unanimité politique derrière le projet, donc une vraie volonté de croire en la nécessité de ce projet. Et donc, c'est peut-être la volonté politique qu'il faudrait maintenant mobiliser pour pouvoir parler d'une seule voix sur une idée centrale, mais qui aurait 3 vertus. Un, réduire complètement les embouteillages qui asphyxient le territoire, décongestionner l'île en rééclatant les zones d'habitat, donc participer à l'aménagement du territoire, et puis combler, freiner la montée des eaux par les travaux d'endiguement. Ça serait très intéressant, si Dieu nous prête vie, de voir si tout ce qu'on propose, comme la dernière fois tu proposais effectivement des téléphériques, voir si les prochains programmes pour la collectivité reprendront des idées qui sont indispensables à l'avancement de la Martinique. C'est très intéressant comme expérience. Et puis vous imaginez 15 ans de travaux sur la Grande Dorsale, ça veut dire qu'on règle le problème du BTP à la Martinique. Hein. Déjà à très court terme, on redonne du boulot physique local à des gens d'ici. Oui, puis à terme, on va pouvoir circuler. Oui, c'est Jingle. ça, Alors, il y a une proposition qui consiste à créer un label de fiabilité de la presse, c'est-à-dire les bons, les mauvais, ceux qui sont corrects, réguliers, puis les mauvais élèves. Christian va nous expliquer la possibilité de ce schéma assez original. Un petit peu d'histoire rapidement quand même, pour parler effectivement. Vous savez que l'audiovisuel a toujours été encadré. Depuis très longtemps, encadré par des institutions comme le Haut Conseil de l'audiovisuel qu'il y a eu en 70, de 70 à 82. Ensuite, la haute autorité de la communication audiovisuelle a pris la place. En 86, on a créé la CNCL, la Commission nationale de communication et des libertés. Ouais. En 89, on a créé le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et depuis 2002, on a créé l'ARCOM. Pourquoi l'ARCOM? Parce que les choses se sont élargies avec la numérisation,
si vous voulez, tout ce qui vient des écrans, des ordinateurs, tout ça, il a fallu créer une structure qui ait un axe de vue beaucoup plus large, si vous voulez, que les précédents. Vous rappelez également que les jeunes ne savent pas ça, on a vécu des moments où on avait une seule radio et une seule télévision. Et il a fallu en 1981 que Mitterrand passe au pouvoir pour qu'on libère les ondes. Ceci étant, libérer les ondes, il faut savoir jusqu'à quel niveau. C'est comme tu as dans un restaurant chinois, tu ne sais jamais quoi prendre parce qu'il y a tellement de choses. Donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et en 2024, il y a eu une réunion à Paris où effectivement c'était des états généraux de l'information plus précisément. Et on a réfléchi, encore une fois, comment mieux encadrer l'audiovisuel, comment lutter contre les fausses informations, les deepfakes, c'est ça qu'on dit? Oui. Comment essayer de préserver, si vous voulez, une fiabilité de l'information. Parce qu'on le sait tous, on est confronté à une telle diversité qu'on s'y perd. Aujourd'hui, il y a tellement de médias, il y a tellement d'opérateurs qu'on ne sait plus où est la vérité. Donc, en 2024, l'idée est venue de cette labellisation dont tu parlais. Comment labelliser? Labelliser un certain nombre de médias. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les recommander, considérer qu'ils sont habilités par rapport à leur probité, par rapport à leur indépendance. Voilà. On aura la possibilité de se rapporter sur ces médias pour avoir la vérité entre toutes les informations qu'on reçoit. Alors, est-ce que c'est possible? C'est ça qui la question se pose aujourd'hui. Alors, il y a des arguments pour. Les arguments pour, c'est qu'effectivement, la labellisation va renforcer la transparence et la confiance du public. Un label pourrait aider les citoyens à trouver des sources fiables d'informations. On va distinguer les rédactions professionnelles en regard des rédactions anonymes ou des plateformes engagées dans des camps d'influence. Voilà. Ce sont des arguments qui vont pour. Évidemment, il y a des arguments contre. On considère qu'on va créer un paysage médiatique à deux vitesses. Pourquoi celui-là est labellisé? Pourquoi je ne suis pas labellisé? On considère également que c'est une attaque contre le pluralisme. On considère également qu'on veut étouffer certains médias alternatifs parce qu'ils gênent. Vous voyez? Donc le débat est posé. Alors, rappelez qu'il y a des dispositifs existants, la loi de 1881 qui sanctionne les fausses nouvelles de mauvaise foi. Il y a aussi un dispositif de la loi de 2018 qui consiste à suspendre des diffusions d'informations fausses pendant la période électorale. On dit en plus que ces dispositifs sont peu utilisés. Alors pour terminer, d'autres pistes également. Une première piste, c'est une meilleure régulation des plateformes. Une autre piste, c'est éviter la concentration des médias. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Hein, c'est les mêmes informations, il y a un seul tuyau. Une autre piste, c'est favoriser l'éducation des médias à l'école. Faire en sorte que les enfants aient une capacité plus concrète de comprendre les médias et de se faire leur propre jugement. Voilà. Et puis on dit aussi les médias qui ont fauté doivent publier des corrections. Enfin, donc le débat est ouvert. Alors j'ai envie de dire, le problème est posé, comment encadrer dans un système d'économie de marché libéral, si vous voulez, comment encadrer effectivement l'audiovisuel, puisque le système libéral est fondé sur la liberté individuelle. Et pour terminer, je vais vous dire que le CESM vient de faire une étude sur l'audiovisuel en Martinique. Je n'ai pas encore pris connaissance, mais je pense que c'est un sujet dont nous allons pouvoir parler prochainement. Qui te sera confié. J'ai lu, et c'est ça qui va s'offusquer le plus avec Daniel, j'ai lu ce matin une information sur le site, et je vais dire quel site, parce qu'il faut arrêter de jouer, de RCI, puisqu'ils ont un côté informatif écrit, qu'un juge des référés a confirmé une ordonnance de référé. Il y a eu un recours contre une ordonnance de référé. Alors, c'est sûr que ceux qui sont là sont dans le brouillard, mais le juge des référés est considéré par le journaliste comme juridiction d'appel d'une décision de lui-même. Là, vous comprenez maintenant, c'est une abomination. Et en plus, sous la plume de l'avocat de l'une des parties, avocat qui a perdu, qui a nettement perdu l'affaire, parce que j'ai la décision en main, qu'on appelle à infirmer totalement la décision, et ce journaliste qui n'a pas lu la décision, à l'évidence, et qui ne la comprendrait peut-être pas, dit, donc c'est ce qui en est la preuve, cette horreur dont je viens de vous parler, qui prend mot pour mot les dires d'un professionnel qui dit « j'ai gagné l'affaire, une affaire qu'il a perdue ». C'est grave. Vous êtes journaliste et vous informez des gens et on prend pour... Donc, vous voyez la responsabilité que l'on a
Tout ça sans pudeur, sans s'enquiquiner. C'est pour ça qu'on va parler de l'intelligence artificielle, sous un angle assez particulier. C'est les limites, parce que là maintenant on a vu ça fonctionner, on peut maintenant tracer les bornes de cette nouvelle religion. Oui, oui, mais d'ailleurs, le sujet que vient de traiter Christian, effectivement, quand on rajoute la couche de l'IA, ça rend encore la problématique plus complexe, parce que Gérald Bronner parle de post-réalité, et ça veut dire qu'il n'y a plus d'une vérité, il y a des vérités en fonction de soi. Donc ça pose un problème. Concernant l'IA, alors l'IA, c'est un sujet, je pense qu'on pourrait imaginer faire des thématiques IA chaque semaine, tellement... C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fera. Oui, ce monde bouge, ce monde évolue, et tellement il soulève de questions dans tous les domaines. Et notamment, alors la question que tu m'as demandé de traiter aujourd'hui, c'est un peu les annonces des limites de l'IA. Oui. Mais je dis bien les annonces de limites, et non pas des limites de l'IA. Je dis volontairement parce qu'on a... Je pense que nous sommes des êtres, des homo sapiens qui sommes très précautionneux de notre survie. Et donc, on a envie de croire que l'IA a des limites. Et donc, on le dit assez vite et assez facilement dès qu'on trouve une petite faille dans une requête de l'IA. Et effectivement, la faille, l'exemple de l'article que tu m'as donné, ce sont des requêtes qui expliquent que l'IA ne peut pas comprendre le monde dans sa réalité. Et quand on lui pose des questions simples, comme dessine-moi un building à côté d'un trombone, eh bien, la réponse, elle est aberrante parce qu'elle ne sait pas faire les proportions d'un petit objet par rapport à un grand objet. On a l'image là à l'écran. Voilà. Alors, ça, c'est l'image qui a été faite à l'époque où tu m'as transmis la note. Le lendemain, j'ai refait la requête et là, j'ai eu une image cohérente. Oui, pourquoi Voilà. Et donc, oui, parce que il y a des gens, il y a des humains derrière ça. Ça veut dire que, en fait, ce qu'on appelle, nous, pour nous sécuriser, les limites de l'IA, en réalité, les limites, ce n'est pas des murs, c'est du sable mouvant. Donc, les limites bougent en permanence, et je pense que les limites vont plus vite que notre capacité à les dessiner. Et donc, il faut avoir beaucoup d'humilité sur la puissance de l'IA, quoi qu'on dise. Ça, c'est un peu mon propos. Parce que ce qui était vrai hier ne l'est déjà plus aujourd'hui et le sera encore moins demain. Et on va toujours trouver chaque fois des petites raisons de dire, voyez, l'IA, ce n'est pas intelligent, ça n'est que de la statistique, etc. Sauf que, et on va s'appuyer là-dessus sur des sujets un petit peu, on va dire, accessoires, comme cette requête sur une image. Mais à côté de ça, l'IA gagne maintenant tous les concours universitaires. Donc voilà, donc on est dans des mondes où le rapport n'est pas si évident que ça. Voilà, donc l'IA réussit tous les examens du barreau, l'IA lit les IRM mieux que des internes en médecine, ça c'est la réalité aussi. L'IA rédige les articles scientifiques le plus pointu. Est-ce que vous savez que l'IA, ChatGPT, Gemini, ce sont des énormes machines qui se reprogramment en permanence pour pouvoir inventer des nouvelles voies de réflexion, des nouveaux outils, et bien que la moitié de l'écriture des programmes, des nouveaux outils de l'IA de ces machines émanent de l'IA elle-même. C'est ça la vérité. Donc voilà, voilà, l'IA, ça va plus vite que ce qu'on pense. Tout à fait, mais il faut que nous soyons vigilants. Jingle culture. Service civique, service militaire, obligations, Frédéric, on s'y perd. Oui, et je comprends qu'on s'y perde et que ce soit un sujet tout à fait culturel de nos jours, hein, puisque on ne dit plus ni service civique ni service militaire, on dit service national, Gérard. Oui, en 2026, un déploiement progressif a été annoncé par notre président Emmanuel Macron, avec une sélection des candidats dès la mi-janvier. Alors, ce serait une durée totale de 10 mois, avec 1 mois de formation militaire initiale, 9 mois de mission en unité, avec 3000 jeunes intégrés la première année, ce
qui a un petit peu fait sourire les journalistes, mais l'objectif en 2035 est de tout de même multiplier par 10 les effectifs, avec vraiment pour base un service volontaire. Ce seront des missions exclusivement sur le territoire national, sans projection extérieure, une intégration possible dans les parcours d'études, notamment via Parcoursup, et un objectif annoncé très clair par le président, renforcer l'esprit de défense dans un contexte international tendu. Alors, il est vrai que j'ai eu, comme beaucoup d'entre nous, un premier réflexe, c'est celui de la méfiance par rapport à cette annonce. Il est toujours en vigueur, vu que lors de à la veille du Covid, notre président avait tout de même déjà annoncé « nous sommes en guerre ». Voilà. C'est un petit peu les réflexes, on va dire, médiatiques, à mon sens, de notre président. Mais en interrogeant un petit peu les différentes sources, on se rend compte que l'Allemagne également est dans la même tendance. On a une Europe qui a objectivement peur, avec des services secrets qui sont assez unanimes sur non seulement la possibilité d'un conflit, mais la nécessité d'un réarmement très rapide. Pour information, la situation française est la suivante. Il s'agit de l'une des armées les plus efficientes d'Europe, sinon la plus efficace, mais avec un nombre très limité, et qui est à destination de micro-crises, de gros conflits, mais ponctuels. Aujourd'hui, le sujet, c'est qu'avec l'Ukraine notamment et le front russe, le conflit ne sera pas ponctuel, il sera de longue haleine et il nécessitera des effectifs beaucoup plus denses, d'où la mise en place de ce service militaire. Donc mon sujet aujourd'hui n'est pas de parler de la nécessité de ce service, mon sujet aujourd'hui est de parler des freins de mise en place de ce service. Il y en a un premier qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui nous sommes passés d'une mentalité d'État-nation, de générationnel, à une mentalité de l'opinion et de l'individualité, notamment arc-boutée par l'intelligence artificielle. Et je ne suis pas convaincue qu'aujourd'hui, nous avons envie de donner nos enfants à la France, parce que c'est d'abord, même si la France nous donne, c'est d'abord notre individualité, notre confort, notre vie qui prime, notre vie à nous. Hein. Deuxièmement, je ne suis pas convaincue que ce soit reçu par la société de façon, pour le moment c'est volontaire, hein, mais quand ça deviendra obligatoire, si ça le devient, je ne suis pas convaincue que la société l'entende d'une oreille très favorable aujourd'hui, si c'est un petit peu indifférent, parce que quand j'ai écouté les commentaires des Français à ce sujet, on a énormément de retours. On a beaucoup de délinquants. Ce serait l'occasion de pouvoir les mettre au service militaire pour les cadrer. Donc on a ce côté, puisqu'on a une médiatisation de la délinquance, une réalité aussi des violences, donc on a ce côté finalement du service militaire très punitif, et les généraux des armées répondent, mais attendez, nous ne sommes pas là pour faire l'éducation ou pour mettre du cadre à une société qui est déliquescente, nous sommes là pour pouvoir avoir de bons éléments que nous allons structurer. Donc là encore, aux entournures, il y a un sujet de mise en place. Et puis troisièmement, je pense que c'est un retour qui est très récurrent, et Emmanuel l'a souligné, j'entends, mais pourquoi vous n'envoyez pas des robots ou de l'intelligence artificielle, pourquoi nous ne sommes plus de la chair à canon, nous avons évolué et envoyé aujourd'hui des machines pour pouvoir le faire, puisque vous savez très bien le faire, pourquoi vous voulez nous tuer, nous? Donc ce que je veux dire par là, c'est que service militaire sans doute nécessaire, service national, pardonnez-moi, mise en place un peu compliquée. Oui, pendant que Frédéric parlait, je me disais, mais concrètement, un bouc fou là, décide, au-delà du rideau de fer, il n'existe plus, mais enfin, au-delà de ce qui était, il décide de faire la guerre à l'Europe. Concrètement, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'on se tâterait le pouls? Est-ce que nous, on dirait, ouais, mais c'est pas notre problème à nous? Concrètement, pratiquement, est-ce qu'il y aurait à nouveau des départs pour aller sauver le monde, pas la patrie, puisqu'il n'y a plus de notion de patrie? Concrètement et pratiquement, dans une sorte de vision dystopique, c'est ça, c'est le mot. Qu'est-ce qui se passerait pratiquement, concrètement? S'engager pour défendre le truc, c'est pas dystopique là par contre. Hein. Oui. Jingle. Vincent Placoli va être évoqué aujourd'hui et il y aura un écho extraordinaire auprès de beaucoup d'entre nous, prof de Christian, et puis ensuite il va expliquer assujetti aux droits d'auteur,
camarade de parti C'était mon prof. de Daniel, et puis aussi, moi, des liens presque parentaux. Beaucoup d'émotions pour parler d'un écrivain martiniquais qui interroge la mémoire, la domination symbolique, les fractures politiques des sociétés antillaises. À vous la parole, madame. Oui, il m'a semblé, en proposant de parler de Vincent Blacoli, qu'il n'avait pas suffisamment sa place dans la société martiniquaise, même s'il y a un collège qui porte son nom à Schellcher, même si une médiathèque au Marin porte son nom, même si une place à Sainte-Anne porte son nom, mais dans la réalité de tous les jours, la référence à ce qu'était Vincent Blacoli, je trouve que la société n'est pas suffisamment irriguée. Et c'est dommage. C'est dommage parce que Vincent Blacoli, c'est un enseignant, c'est un militant et c'est également un écrivain. Et je pense que je devrais commencer par dire que c'est un militant, parce que Vincent a commencé à militer depuis la GEM à Paris quand il était étudiant. Et ensuite, quand il est revenu à la Martinique, proche d'Édouard de Lépine, créant avec Philippe Pierre-Charles, Gilbert Pagot, Daniel Maragnès, Max Rustal et moi-même, le GRS, qui est un vrai parti de bouillonnement intellectuel. Ce n'est pas seulement un engagement de jeunes, mais c'est vraiment une grande ouverture. Et moi, je pense que l'une des choses qui peut caractériser Vincent Blacoli, c'est son ouverture d'esprit, son absence de dogmatisme. On aurait pu penser que militant politique, il avait des œillères. Pas du tout. C'était un homme qui était très, très ouvert. Et c'était un homme qui était très ouvert sur la réalité caribéenne et la réalité de l'Amérique latine, parce que pour lui, ça faisait un ensemble. Et c'est ce qui va faire qu'un écrivain qui va écrire un livre sur lui va dire que Vincent Blacoli, c'est un créole américain. Et Vincent Blacoli, il avait comme ami, on appelait René Aquin, qui a enseigné en Amérique latine. Donc Vincent est parti, il a voyagé en Colombie. Ensuite, avec les amis militants, toute la littérature de la Caraïbe était discutée, commentée. Et cela se ressent dans son ouverture. Ensuite, Vincent, c'est un écrivain, il n'est pas limité à un genre. Il a commencé par le roman, il a écrit 3 romans, et son premier roman est publié alors qu'il n'a que 25 ans. Et donc il a 3 romans, il a de nombreuses pièces de théâtre, il a des adaptations de pièces de théâtre. Dans les pièces de théâtre, il y a notamment une pièce sur Dessalines, qui a eu le prix Las Casas de Américas, une pièce sur Aliquer, mais il a également des essais, que ce soit des essais sur la littérature, parce que c'est un homme d'une culture extraordinaire, mais c'est également des essais sur la société moderne, avec les interrogations qui se posent à la société moderne. Et il a de nombreux articles dans des revues, dans différentes revues, que ce soit à la Martinique ou à l'extérieur. Donc c'est quelqu'un qui mérite d'être connu. Et il y a eu plusieurs ouvrages sur Vincent Blacoli, dont celui dont j'ai parlé. Et moi, je voudrais souligner que lors de son 50e anniversaire, parce que Vincent est mort très jeune, il est mort à 46 ans, lors de son 50e anniversaire, il y a eu un grand colloque à la Martinique et des manifestations dans toute la Martinique avec des personnes venues de Colombie, des universitaires, sur la pensée de Vincent Blacoli. Et il y a eu une revue qui a été publiée et qui rassemble les différentes interventions de cette date-là, de cette époque-là. La Révolution socialiste a également une revue qui s'appelle Tranchée, spécial Vincent Blacoli. C'était l'époque où le GRS, revue politique et culturelle, on a l'impression qu'on est vraiment dans l'ancien temps parce qu'on ne parle plus tellement de culture dans les partis politiques. Et moi, je trouve que Vincent aurait eu 80 ans en janvier 2026. Moi, je trouve que c'est une occasion formidable pour les universitaires, pour les collèges qui portent son nom, pour le GRS, peut-être pour tous créoles, de la même façon que nous avons fait des conférences sur Fanon, sur Glissant. Pourquoi pas 2026 Vincent Blacoli? Parce que nous avons à appréhender notre réalité caribéenne
et il est pour nous un outil formidable. Et ensuite, il a une langue et une écriture qui sont absolument extraordinaires. Je t'ai volé 1 minute parce que Oui. j'ai quelque chose à dire. C'est un extrait de Frère Volcan. La terre ici n'a jamais cessé de trembler. Elle porte dans ses entrailles une colère ancienne. C'est à ton attention. Hein. Et nous marchons, attention de Emmanuel, et nous marchons dessus comme des veilleuses prêtes à s'éteindre. Le volcan, on y vient, homme du monde rouge, n'est pas seulement une montagne, c'est une mémoire qui brûle, une vérité qui remonte quand les hommes veulent l'oublier. Pourquoi cet extrait? Ben alors, prenez vos bouquins, allez sur Non, mais ChatGPT et puis cherchez les raisons de cet il faut extrait. souligner quand même que le choix littéraire de Vincent, de Frère Volcan, c'est de parler de la révolution de 1848 Par le biais. par le biais de Becquet. Oui, oui, toi, Christian. Alors moi, je veux faire un petit clin d'œil parce que Vincent était mon prof en seconde au lycée de Trinité. Et on avait découvert un professeur différent. Je ressortais du lycée Cher où c'était un peu académique, enfin pour ne pas employer un autre mot. Et trouver Vincent, c'était merveilleux. Et c'était un homme qui avait une communication extraordinaire, qui nous motivait et qui nous reprochait même de ne pas connaître Guillaume Apollinaire, comme elle disait, comme il bégayait. Voilà. Et puis je me suis retrouvé, j'étais directeur de la SACD, la Société des auteurs dramatiques, à gérer ses droits d'auteur. Quelle fierté! Après que cet homme m'ait enseigné, gérer ses droits d'auteur et donner des conseils pour la protection de ses œuvres, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je peux faire preuve d'un petit peu de vantardisme. Donc, vous voyez, quand on prend un sujet, on a quelqu'un qui l'a connu, on a quelqu'un qui l'a connu, qui l'a connu, qui l'a connu, et puis moi, je l'ai connu aussi, de ça. façon familiale. Jingle, musique. Modèle la même, ouais. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler un peu de Noël, bien évidemment à travers le chant, les cantiques de Noël, mais les chansons aussi qui sont faites sur la Noël. Alors on va commencer par les cantiques et rappeler que c'est vers le XVIIe siècle que les cantiques sont arrivés aux Antilles, en Martinique notamment, avec ce qu'on appelle les missionnaires catholiques. Et dans les églises, on chantait des cantiques. Les Noirs allaient à l'église aussi, puisque vous comprenez dans le système. Et c'est vrai qu'ils adhéraient aux cantiques. Et puis, après l'abolition de l'esclavage, les choses se sont libérées. Et dans les familles noires, on a commencé à chanter des cantiques. Mais on a modifié. C'est comme dans tout. On a mis du chacha, on a mis des bouteilles, on a mis des tibois, on a mis du tambour. Et donc, les cantiques qui étaient des choses pieuses, on commençait à être nourris, n'est-ce pas, d'une forme d'inventivité qu'on va voir à travers notre première vidéo. Voilà, Noël Mazincoé, je vous en parler par la suite. Voilà, alors là, j'ai 2 enseignements, si vous voulez. Déjà, vous avez vu le cahier de cantique. Ça, c'est un élément fondamental. Absolument. Partout, il y a ce cahier de cantique-là. Et c'est l'occasion de faire un clin d'œil à Loulou Boislaville. Parce que Loulou Boislaville a été celui qui a favorisé la création de ce cahier. Et j'ai des souvenirs, si vous voulez, de mes entretiens avec lui à son domicile, où il me disait comment on lui avait demandé de retranscrire les cantiques. Et il a retranscrit les cantiques. Et Loulou aussi, c'est lui qui a fait les premières versions de Michaud Veillet. Là, on a par exemple une mélodie différente. Michaud Veillet la nuit, mais c'était Michaud Veillet la nuit. Vous voyez. Donc, si vous voulez, il y a des inventions mélodiques, et ça s'est vraiment développé, qui ont été faites autour de ça. Mais Loulou a eu un rôle considérable dans la mise en place des cantiques qui sont aujourd'hui chantés en Martinique, Guadeloupe, Guyane, mais aussi en France. Voilà. Mais, ok. Alors pour la deuxième vidéo, j'ai choisi quelque chose de Guadeloupe qui est original. Je vous invite à voir. C'est Noël à Foncaco. Noël arrivé, aujourd'hui nous pas préparé pour chant. Les amis Jacques vini pour nous croiser Casa. Alors voilà, j'ai trouvé ça original et comme voilà, aux États on essaie d'être original, je vous ai proposé effectivement cette. Et puis c'est un clin d'œil à la Guadeloupe. Voilà.
Alors, comme on l'a vu, beaucoup de groupes ont été créés. Aujourd'hui, il y a une vraie économie du chanter Noël. Ouais. ici. Ah oui, tout à fait. Hein, d'accord. Un petit clin d'œil à Mano Lutobi, par exemple, qui a fait une Mano Noël à RCI et qui a développé, parce que du temps, il y avait Télé Caraïbes International, sur le parking, il y avait Mano Noël tous les soirs. Ouais. Voyez. Et puis les entreprises se sont accaparées du Noël. Les collectivités font le Noël, des entreprises font le Noël. Il y a des chanteurs de Noël partout. Et puis il y a des formations musicales qui travaillent pendant ce moment. On va faire un clin d'œil à l'une des premières, Ravin Platt, qui s'exporte aujourd'hui. Mais moi c'est un homme qui va chancer, aïe aïe. Pour moi c'est un homme qui en devait. Mais moi c'est un homme qui va chancer. Ami, alors c'est tombé de l'eau. Ami, alors c'est tombé de l'eau. Mon chalbok me du monioné, aïe aïe. Mon chalbok me du monioné. Mon chalbok me du monioné. Voilà, alors, hors antenne, on parlait effectivement des chanteurs de Noël Voilà. qu'il y avait avant, qui étaient... Oui, oui, c'est un temps très ancien, n'est-ce pas, puisque ça remonte à mon enfance. À l'époque, comme je ne sais pas qui c'est qui parlait, qui avait qu'une radio, c'est toi. C'est ça. Eh bien, écoute, tout le monde allumait le poste, comme on dit, et toute la famille chantait Noël. ouais. Et dans tout le quartier, tous les gens faisaient la même chose. Donc, on entendait les chants de Noël, Voilà. les cantiques Et de Noël. aujourd'hui, c'est quelque chose qui dynamise l'économie, qui génère des flux financiers, qui génère de la mobilisation, des investissements. C'est incroyable, hein, c'est extraordinaire. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous parler d'une chanson qui est incontournable, qui a été faite par Mano Granier. On va l'écouter, qui s'appelle Noël d'ailleurs. Les blancs, les rouges ou bien les noirs, pour tout vivant qu'à distribuer le mort, moins qu'à demander un moment de paix, pour nous prier, crier, chanter. Alors, on dit que c'est une chanson qui est incontournable. Et c'est vrai qu'elle ne prend pas un ride. Ça fait 25 ans, 30 ans que cette chanson-là existe. Mais elle est agréable. Je crois que c'est Joël Zabulon qui l'a composée avec Mano Granier. Voilà, mais je ne vais pas attacher ça avec les téléspectateurs parce que c'est quand même, il faut rendre à César. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Alors, on a vu beaucoup de nouvelles mélodies aujourd'hui. Alors, il y a la question des ritournelles parce que vous savez qu'il n'y avait pas beaucoup de ritournelles avant. Hein? Et je me rappelle que dans ma jeunesse, on dit « Ah, faut Joseph t'es boulé, Joseph Domidio ». Ça a été l'une des premières ritournelles. Ouais. Et on avait un peu de crainte à dire ça, parce que le personnage de Joseph, il représentait tellement une forme de sacralisation. Et puis, ritournelle passait tout partout. Dans le calme de la nuit, blow, c'est entendu un grand bruit, blow. Donc, si vous voulez, on a habillé les cantiques. Alors, il y en a énormément de ritournelles. Et on dirait que ça a pris le pas, véritablement, sur les cantiques. Quelquefois, oui. Voilà. Et ça donnait un côté plus festif au cantique. On est sorti de l'image pieuse, n'est-ce pas, de Jésus et tout, pour arriver à... Voilà. OK, alors j'ai choisi, pour terminer, deux autres vidéos. Ça, c'est une petite création qui paraît très originale aussi, que je vais vous proposer. Tout côté éclairé, l'arrivée, l'humanité a fêté. Civil coup militaire, l'on est coup maléré, petit coup grand, y'une baille l'autre respect. C'est celle fait qui réunit tout le monde sur la terre. N'importe les liés, on va marcher sans ou pas plaire. Noël c'est l'amour, Noël c'est partage, Noël c'est sagesse, Noël c'est Noël c'est danser, Noël c'est chanter, Noël c'est graffer, Noël c'est Jean ou dit man, mais cabrit.
Voilà, alors écoutez, j'ai bien dit chant de Noël et cantique. Alors c'est vrai que Noël, c'est une période qui active la créativité dans toutes les formes d'expression. Et là, j'ai trouvé ça pas mal, pas un peu original, c'est pour ça que je voulais présenter. Voilà. Je voudrais rappeler, effectivement, nommer quelques groupes. Il y a Mazingoin, La Vune Plate, Les Troubadours, SRPJ, Cantique Bonne, Le Bout Antique qui a joué avec vous, Bacroix Noël, Cantique Vauclin, SRPJ, Madina Noël. Tout un volume de groupes qui, pendant Noël, il y a qu'à travailler, quoi. Et puis Noël, on le sait, c'est la tradition du schrob, de pâté, du jambon. Voilà. Et j'ai envie de dire que c'est aussi un produit touristique. À un moment donné, j'ai envie de dire, venez chanter Noël en Martinique. Ah, tu l'as dit. Voilà. Alors, pour terminer, je vais faire un petit clin d'œil à Victor O, qui a aussi fait une composition sur la Noël. Et voilà, que je vous présente actuellement. Portez la joie pour ça qui m'a portez l'espoir si on a donné, portez l'amour, portez toute l'année, portez la joie pour ça qui m'a portez l'espoir si on a donné, portez l'amour, portez toute l'année, portez c'est la joie pour ça qui m'a portez l'espoir si on a donné, un moment qui a passé, demain pas s'interriver, en nous pointant profiter, pas ni pète en vous en nous apprendre partager. Si on a donné, jodi, en nous garder nous anciens, en nous garder nous en cœur, aimez nous j'en nous y, aimez nous entiers, petit moment chanter, fait c'est mon arrivé, en nous pas attendre de s'enriver si nous. Voilà. Magnifique. Oui. Noël. En tous les cas, on va se revoir avant, mais je vous dis donc déjà joyeux Noël. Joyeux Noël, puisque ça a commencé très tôt. Continuez, hein, ritournelle, schrob, pâté cochon, c'est notre folklore. À la semaine prochaine. Merci à vous tous d'être là. Frédéric, à très Gérard. bientôt.